Alors j'aimerais qu'on aborde un nouveau thème aujourd'hui qui va être celui de la puissance et voilà, ce terme un peu de puissance associé à une vision multidimensionnelle. Alors comme d'habitude, on va aborder ce thème-là par l'intermédiaire de définitions. Première chose à savoir, c'est qu'il y a énormément de définitions possibles pour ce terme de puissance. C'est quand on va sur le dictionnaire Larousse, en l'occurrence, on peut trouver 13 types de définitions différentes pour la puissance qui va de l'équitation aux mathématiques à la pyrotechnie. Donc j'en ai choisi trois pour un peu cadrer le sujet. Donc tout d'abord la puissance d'un point de vue météorologique naturel, on parle de force, intensité d'un phénomène, comme par exemple la puissance du vent. Il y a des choses plus, on va dire, sociales, avec la puissance qui est associée au pouvoir, autorité, dans le domaine politique, social, économie, dans le domaine humain dans sa globalité. Il y a quelque chose de mathématique, travail de l'unité de masse d'un explosif, et le côté pyrotechnique, c'était assez intéressant, qui est associé justement à ce côté aussi explosif. Dans la définition un peu étymologique de la puissance, bon, ça vient du latin potentia, potentia dérivé de potens, puissant, capable, et on associe toujours la puissance à une possibilité de faire, plus loin une possibilité de créer. Peut-être ça va être intéressant d'associer la puissance à une du capable de créer quelque chose, un phénomène autre. Sur la partie citation, on va prendre justement ce thème de la puissance qui est très connu chez ce philosophe, donc chez Nietzsche. Et il dit, là où la volonté de puissance fait défaut, il y a déclin. Donc c'est un peu comme ça sa vision qui voit l'être humain de manière globale. Soit il y a une puissance, soit il y a une volonté d'être puissant, ou soit on va dire il y a un déclin, que ce soit humain, civilisationnel. Pour reprendre un peu donc une partie du livre de Bernard, donc La genèse du réel, quand il parle de la puissance, il associe à une phrase qu'on va retrouver dans la partie avant-propos. Il dit la perception du réel repose sur une double articulation fondamentale, l'involution, période d'ignorance de l'homme au cours de laquelle il a subi les lois de la vie sans en comprendre les mécanismes, en totale involution, et période d'intégration des lois de l'univers où l'homme rejoint enfin sa nature, son essence et en manifeste dans la matière la puissance créative. Quant à vous, donc dans le livre Genèse de l'homme nouveau, va y avoir pas forcément cette notion de puissance en tant que telle, mais vraiment une notion de puissance associée au côté créatif. Et vous parlez effectivement donc de l'impact créatif de l'homme éveillé, page 64 en l'occurrence. Donc vous dites l'être humain aujourd'hui n'a aucune notion de l'impact créatif que l'homme nouveau aura sur la planète. Il n'a pas idée de l'influence qu'auront quelques individus éveillés sur la destinée de l'homme quand ces derniers commenceront à manifester leur créativité et leur inventivité. L'effet sera comparable à celui d'un tsunami. Comme dans le cas d'un caillou qui tombe dans l'eau, une personne éveillée produit des vagues qui deviennent de plus en plus grandes et puissantes. Et enfin, vous dites que ça va arriver au fur et à mesure et que la petite vague qui va être créée va devenir grande avec cette agglomération de personnes éveillées. C'est vrai qu'on étudie un peu le contexte, que ce soit macroéconomique, macropolitique, qu'on voit vraiment un retour de ce qu'on pourrait appeler la puissance avec les dernières élections derrière, ou en tout cas des hommes ou des femmes qui se veulent puissantes avec des États qui se veulent puissants. Et il y a une vraie question sur cette association justement de puissance, de déclin, de créativité. Et la première question que j'aimerais vous poser, c'est quelle est votre définition de la puissance et l'importance que vous mettez auprès de celle-ci d'un point de vue multidimensionnel? Ben, la puissance est reliée à la conscience ou à la métaconscience, autrement dit, à la capacité d'observer ce que le monde appelle l'invisible. Sans ce genre d'observation-là ou d'intelligence de cette réalité-là, il n'y a pas réellement de puissance. Il y a un semblant de puissance matérielle, mais il n'y a pas de puissance psychique. Voyez-vous? Alors, la puissance psychique provient justement d'une conscience de la réalité systémique, autrement dit, de la réalité mécanique, vibratoire du système. Alors, sans une conscience suffisamment développée de cette réalité-là, il y a un semblant de puissance. Il y a de l'impuissance, finalement. Alors, pourquoi? Parce que à ce moment-là, il y a ignorance de comment la vie fonctionne. Et c'est ça la problématique humaine actuelle, depuis toujours, justement. C'est cette ignorance totale de la réalité systémique. C'est vrai qu'au début, on parlait de cette
Nietzsche, il parle de volonté de puissance. Est-ce que vouloir être puissant, cette volonté de puissance, c'est quelque chose de psychologique finalement? Oui, C'est soit on est puissant, on veut être puissant? oui, exactement. La volonté psychologique provient de la volonté des programmes, la volonté de comment la personne est programmée ou comment la personne elle est manipulée par de la mémoire, autrement dit, tout l'apparatus de la programmation. Voyez-vous? Alors, tant qu'une personne est prisonnière de cette programmation-là, autrement dit, tant qu'une personne s'identifie à la programmation, à ce moment-là, elle est dans l'impuissance totale à se libérer, voyez-vous, de la souffrance. Parce que se libérer, ça a un rapport avec la souffrance. Si vous souffrez continuellement de la vie, vous n'êtes pas en puissance, c'est évident. C'est la mesure. Alors, il faut être franc avec soi-même. Là. Quelqu'un qui souffre de la vie, qui souffre de ses émotions, n'est pas en puissance puisqu'il est manipulé par des automatismes ou une programmation à laquelle il s'identifie. C'est simple. Alors, c'est pas évident de ne pas s'identifier à la programmation. C'est ça le problème. C'est pas par les notions psychologiques, intellectuelles, en rapport avec cette réalité-là, qu'une personne peut se libérer du fait qu'il s'identifie à la programmation. Il est programmé, il est automatisé à fonctionner d'une certaine façon. Alors, ça prend un input extérieur à lui-même pour l'amener à réaliser l'état particulier d'inconscience qu'il vit. Vraiment. Ou l'état d'impuissance particulière qu'il vit. Parce que l'inconscience, l'impuissance, c'est la même chose. C'est synonyme. Et si justement dans ce côté, la conscience et l'impuissance, c'est la même chose. Et pour revenir sur cette volonté de puissance, est-ce que cette volonté, ça ne traduit pas aussi une sorte de sensibilité chez l'être humain? Justement, il sent au fond de lui qu'il n'est pas en pleine possession de ses moyens ou en pleine possession de sa conscience. Cette espèce de quête de puissance, est-ce que c'est pas justement une sorte d'intuition qu'a l'être humain qui reste un peu dans une sorte d'inconscience? Oui, et il va diriger cette prise de conscience-là vers des choses plus matérielles, l'argent, etc. Voyez-vous? Alors, il ne trouvera jamais de satisfaction là-dedans. Fait que, il cherche la puissance où elle n'existe pas réellement. Il cherche à compenser un peu? Ouais, il compense. Il essaie de compenser. Mais la puissance qu'il recherche, elle est psychique. Elle est en fonction de sa conscience de la réalité systémique. Mais il ne le sait pas. Voyez-vous? Donc, il va créer toutes sortes de choses, des religions, par exemple, qui lui donnent un semblant de puissance sur la réalité de la vie, là, si vous voulez. Il essaie de compenser comme ça. Mais ça donne ce que ça donne. Voyez-vous? Ouais, c'est un peu sans fin en fin de compte. C'est comme les personnes qui vont compenser soit avec l'acquisition de biens matériels ou en créant effectivement une religion ou une secte. En fait, ils vont venir accumuler, agglomérer des choses, mais c'est sans fin parce qu'ils vont quelque part dans une mauvaise direction, où ils restent un peu dans cette espèce d'hermétisme, du coup. Oui, mais ils ne réussissent pas à se sortir de le sentiment d'impuissance devant la vie. Puis le sentiment d'impuissance qu'ils vivent, c'est toujours en rapport avec l'ignorance qu'ils ont de la réalité systémique. Voyez-vous? Mais ils ne le savent pas, ça. Ça leur est occulté. Voyez-vous? Ils appellent ça l'invisible. Pas pour rien qu'ils prennent le terme de l'invisible. Parce qu'ils ne peuvent pas le voir, l'observer. Voyez-vous? Ou si ils essaient de l'observer, ils vont l'interpréter de façon psychologique à travers des symboles, à travers une influence philosophique, religieuse, etc. Et alors, on a parlé effectivement de cette volonté de puissance. Il y a une sorte de fascination de la puissance qui revient au début de l'humanité avec, enfin voilà, on va dire les archétypes. Je pense aux mythologies.
Là, c'est vrai que on va dire que une bonne partie du 21e siècle, la fin du 20e, c'était vraiment les sociétés sont plus orientées vers l'inverse, une sorte de victimisation, de côté très pathos. Là, on a l'impression qu'en ce moment, avec un durcissement, on va dire voilà, du climat global, encore une fois politique, économique, environnemental, on l'a vu avec les derniers incendies, on a l'impression que ça se durcit un peu et il y a un retour un peu de ce qu'on peut appeler des états forts. Quelle est votre vision par rapport à ça, au retour de ce qu'on va parler ou qu'on va pouvoir illustrer comme l'archétype de la force dans les différents états? Ouais, mais les états forts, inconscients, si vous voulez, ça donne des, des retours assez forts aussi. Allez-vous? Le problème humain actuel, c'est que ils peuvent pas prévoir. C'est bien beau là, changer des choses radicalement, mais il y a des conséquences à ça. Et si vous ne connaissez pas ou si vous n'avez pas une idée des conséquences, à ce moment-là, ben, vous prenez des risques que ça vous saute d'en face à un moment donné, économiquement, par exemple, etc., etc. Il y a des choses qui peuvent fonctionner, mais il y a des choses qui peuvent avoir des retours particuliers que vous n'apprécierez pas ou que l'être humain n'appréciera pas. C'est ça le problème du radicalisme au niveau d'une puissance d'action, etc. Voyez-vous? Alors, ça peut créer des retours assez particuliers et des graissements de dents par la suite. Mais c'est toujours la population qui va payer. Voyez-vous? La population va élire des chefs radicaux qui vont prendre des décisions radicales, mais en fin de compte, c'est la population qui va payer. Parce que c'est la population qui a élu ces personnes-là ou qui a permis la puissance radicale des actions de ces individus-là. Est-ce que c'est pas justement, on parlait de ce côté un peu fascinant de la puissance, est-ce que ces personnes-là ne projettent pas justement leur manque de puissance envers ces personnes qui vont intégrer, qui vont euh, s'illustrer faussement comme des gens de puissants? Par exemple, je pense effectivement à une situation où voilà, où on va dire celui qui va voter, il a un sentiment qu'il perd le contrôle sur tout, donc il va comme vivre une sorte de puissance par procuration en votant pour quelqu'un qui Ouais. va parler plus fort. Uh-huh. Mais comme je dis, il peut y avoir des grosses conséquences à ça. Voyez-vous, il peut y avoir des surprises. Hein? Il est un homme fort, il peut devenir un dictateur, puis là, ben, ils peuvent en souffrir les conséquences. Parce que c'est les individus qui vont souffrir les conséquences. Voyez-vous? Même si l'individu a voté pour, il peut arriver dans sa vie des choses qui font que il va vivre la conséquence justement des actions radicales d'un dictateur, par exemple. Voyez-vous? Il s'en fout, lui. Il ne sait pas que la personne a voté pour lui ou pas. Là. Ça n'a pas d'incidence sur ce qui va arriver ou ce qui peut arriver par la suite à cet individu-là. Voyez-vous? C'est toujours l'inconnu. D'ailleurs, l'être humain fonctionne comme un aveugle. Voyez-vous? Avec une canne, puis il cogne sur, sur le trottoir ou sur les objets qu'il rencontre. Mais il y a de la difficulté à voir plus loin. Voyez-vous? La conséquence de ses décisions. Voyez-vous? Et il ne prend pas la responsabilité, justement, nécessairement, de ses actions. S'il prenait la responsabilité. Dans un gouvernement éveillé, si vous voulez, à la réalité systémique, tout serait planifié dans le sens que les leaders auraient une idée de ce qui s'en vient de leur action, de la résultante de leur action. Voyez-vous? C'est ça être créatif, justement. C'est pas seulement pondre quelque chose puis espérer que ça ne saute pas d'en face. Voyez-vous? L'être humain en ce moment est un apprenti sorcier. Il ne connaît pas, il ne sait pas avec quoi il joue, les forces avec lesquelles il joue. Voyez-vous? Il n'est pas scient de ces forces-là, donc.
il subit les conséquences. Les forces systémiques, si vous voulez, c'est radical. Là. C'est comme la gravité. C'est radical. Si vous voulez jouer avec ça, vous allez vous rendre compte que ça fonctionne d'une certaine façon, puis c'est absolu. C'est vrai que quand on compare un peu une puissance, on va dire, des personnes qui sont en situation de puissance systémique et des personnes qui sont en situation de puissance psychologique, le psychologique va toujours avoir une vision très court terme finalement. C'est vraiment, voilà, il y a un problème immédiat, je fais une action immédiate et je ne vois pas après ce qui se passe après. C'est ça. C'est le problème, justement, de l'humanité actuelle en rapport avec leur environnement. C'est toutes des décisions à court terme qui ont des répercussions à long terme. Puis là, ben, une génération plus tard ou 2 générations plus tard subit les effets des actions de la génération ou la 3e génération avant. Voyez-vous? Personne ne se rappelle comment ça se fait que c'est comme ça. Ben, il y a eu des décisions qui ont été prises. Voyez-vous? Qui n'étaient pas scientifiques, justement. Qui étaient intuitives, purement psychologiques. Et puis vraiment parfois aussi court-termiste. On l'a dit en introduction de cette vidéo, avec l'exemple, par exemple, là, des incendies qui ont ravagé même un quartier, même les quartiers un peu huppés. Hein. Et en fait, on se rend compte que il y a eu pas mal de choses, c'est-à-dire un manque de moyens qui était fait au niveau des ordures, au niveau de l'élagage ou des choses comme ça. Enfin, on a vraiment l'impression qu'à chaque fois, l'humain va créer lui-même les propres conditions il souffle un peu sur la braise constamment, en fin de compte. Oui, mais ça, c'est les conséquences de ses actions ou ses inactions. Des fois, c'est parce qu'il n'agit pas sur quelque chose qui devrait agir. Pour toutes sortes de raisons politiques, logiques, etc. Alors, il subit les conséquences. Et pour revenir à cette partie un peu élection, gouvernement, système politique, il me semble qu'on en a déjà parlé dans notre vidéo, mais même encore aujourd'hui, la manière, enfin, même les mandats présidentiels, alors aux États-Unis, je ne sais plus combien de temps, en Europe, il me semble que c'est un peu différent, ne permettent même pas cette vision en fin de compte à long terme. Parce que souvent, c'est ce qu'on dit, ou en tout cas en Europe, ou voilà, pour quelque chose que je connais en France, on se dit, voilà, le président, à peine il est élu, il prépare déjà sa campagne pour après, donc il va prendre des décisions uniquement court-termistes pour gagner. Il ne va pas avoir le temps de se poser, de se projeter à 50, 100 ans. Donc même d'un point de vue, on va dire, oui, système politique, on n'est pas fait pour gérer justement cette puissance de long terme. Exactement. Alors, ces individus-là prennent des décisions à court terme, comme vous dites, et ça a des répercussions à long terme. Puis l'autre administration change tout ça, ou prend pas la responsabilité, ou continue pas, etc. Alors, il n'y a pas de cohérence dans le temps. Voyez-vous? Il n'y a pas de cohérence au niveau d'une conscience de la réalité. C'est ça le problème. Voyez-vous? Tout est axé sur la forme, sur l'idéologie, etc. Et non pas sur une base solide, systémique. Voyez-vous? Si chaque personne qui est élue avait une conscience du système, comment ça fonctionne, ben, il y aurait une certaine continuité. Il y aurait beaucoup plus de continuité, en fait. Voyez-vous? Sans ce dénominateur commun, il ne peut pas avoir de continuité. Il y a une continuité dans le désastre. C'est créatif, mais destructeur. On l'a mentionné un peu au début. On associe toujours, tout le temps, effectivement, cette notion de puissance avec cette notion de créativité. Quelque part, la puissance, elle se manifeste uniquement par la création. En fait, on est puissant uniquement quand on peut créer quelque chose, ou il y a d'autres matérialisations possibles, ou d'autres directions possibles dans cette notion de puissance. C'est quelqu'un qui est en puissance systémique, il va forcément créer. Oui. Il va créer automatiquement en s'adaptant à la réalité systémique.
Il n'a pas le choix. Sinon, il va souffrir de la répercussion ou du feedback. Voyez-vous? En cybernétique, c'est comme ça fonctionne. C'est le feedback. On tient compte du feedback du système. On s'adapte au système. Voyez-vous? D'ailleurs, une conscience systémique, c'est une conscience cybernétique qui tient compte du système, puis du feedback, etc., qui s'ajuste au fur et à mesure. Voyez-vous? Il y a de la communication. C'est la communication qui est importante. Mais pour qu'il y ait communication, il faut qu'il y ait conscience des mécanismes de la vie. C'est ça le problème. C'est simple, mais c'est pas évident pour l'être humain à saisir parce que il est constamment englobé par une conscience inférieure, psychologique, qui lui automatisée, qui lui dicte, qui lui impose sa volonté. L'être humain, il croit qu'il est dans sa volonté. Pourquoi? Parce qu'il s'identifie au programme qui l'empêche d'être dans sa volonté, en fait, réelle. C'est ça le problème. Là, l'être humain croit qu'il est libre. Mais il ne peut pas être libre tant qu'il est, autrement dit, être en puissance. Il ne peut pas être libre tant qu'il s'identifie à la programmation. Voyez-vous? Parce que la programmation qui l'empêche d'être libre, si vous voulez, elle n'est pas ajustée à la réalité systémique. Autrement dit, toute l'expérience qui est accumulée, ou en grosse partie, n'est pas ajustée à la réalité systémique. C'est ce que le monde appelle l'astral. L'astral, c'est tout ce qui n'est pas ajusté à la réalité systémique. À même la réalité systémique, c'est évident. Voyez-vous? La mémoire, ça fait partie, toute l'information, ça fait partie de la réalité systémique. Mais c'est pas ajusté. Voyez-vous? L'être humain n'est pas ajusté psychiquement à cette réalité-là. Il ne la connaît pas. Il n'est pas en mesure de l'observer. Voyez-vous? Dans sa vie de tous les jours. Là. S'il est en mesure de l'observer dans la vie de tous les jours, il s'adapterait à cette réalité-là. Il n'aurait pas le choix. Mais il faut être en mesure de l'observer. En science, c'est la même chose. Il faut être en mesure de reconnaître la réalité mécanique, si vous voulez, matérielle. Comment ça fonctionne, comment les choses fonctionnent. Sans ça, on ne pourrait pas avoir toutes l'infrastructure qu'on a aujourd'hui, matérielle, les buildings, les ponts, les mécanismes, les armes, etc. Les fusées. Hein? C'est pas parce que, OK, vous avez une idée de construire une fusée que ça va se construire tout seul. Là. Voyez-vous, là? Dans votre tête, oui, mais dans la matière, là, ça va prendre une science de tout ça. Il faut que vous sachiez comment ça fonctionne. Puis là, il faut que vous adaptiez. Puis c'est pas évident. Il faut envoyer une fusée, puis tout étudier ça. Puis là, la fusée s'explose ou retombe. Puis bon, on recommence, puis on corrige. Puis pourquoi c'est arrivé? Parce qu'il manquait de science. Il manquait de science de comment ça fonctionne. Voyez-vous? Il y a quelque chose qui manquait. Alors, de l'erreur ou de la catastrophe, il réalise que, OK, il manque ça. Il rajoute, puis il développe une science plus précise, plus exacte. C'est la même chose au niveau psychique. Mais l'être humain se croit intelligent. Il croit que c'est son intelligence individuelle. C'est pas son intelligence individuelle qui le manipule, qui le rend ou qui lui donne l'illusion d'être en puissance. C'est l'intelligence de sa programmation ou dans la volonté de sa programmation qui n'est pas ajustée. Donc, c'est pas tellement... C'est intelligent, mais pas parfaitement intelligent. Parce que c'est pas ajusté à la réalité systémique.
Fait que tout l'apparatus psychologique, mémoriel, programme, etc., c'est c'est inconscient, c'est pas ajusté. Voyez-vous? Et puis, c'est automatisé à l'os. Que l'homme croit être dans son intelligence, il croit être dans sa volonté, mais dans le fond, il est automatisé là-dedans. Donc, il est dans la volonté des programmes, il est dans la volonté de concepts ou de la mémoire, finalement, qu'il a accumulé, ou des réactions, si vous voulez, émotionnelles qu'il a accumulées. Voyez-vous? C'est pas suffisamment épuré. Donc, il a besoin de vivre l'extrême de ses actions pour revenir à ses actions de puissance. Il a besoin du feedback de ça pour en arriver à s'ajuster. Voyez-vous? Oui, et puis parce qu'en fait, on en revient finalement au programme, et puis même un peu à la base, là, ce qui a fait un peu l'analyse multidimensionnelle, c'est-à-dire d'où viennent les idées, les pensées, parce que les personnes vont se dire, bah, c'est moi qui pense ça, c'est moi qui ai eu cette idée géniale, donc forcément, ils vont se dire, bah, tout ça, ça vient de moi. On parlait effectivement de l'intellect, ils vont me dire, bah voilà, cette idée de faire ça, une fusée, un avion, etc. Ils vont pas se dire, ah bah parce que voilà, les pensées viennent d'ailleurs, ou ça vient d'ailleurs, et je vais être une sorte de réceptacle, ils vont dire, bah non, ça vient de moi, c'est mon intelligence, et on va se comparer aux autres aussi. On va dire, ah bah je suis plus intelligent, moins intelligent que l'autre. Bon, ouais. Mm-hmm. On va vraiment se personnifier. Ouais. Ouais. Dépendant de l'accumulation de l'information dans la programmation, dans la mémoire, etc. Question de coup de dé, là. Alors, vous naissez d'une famille, bon, ben, vous avez une influence dans votre environnement, puis c'est comme ça. Alors, hein? Il y en a qui naissent avec, comment est-ce qu'ils appellent ça, avec la Une cuillère en or dans la bouche. cuillère en or dans la bouche, oui, exactement. Il y en a qui, la cuillère n'est pas en or. Elle est ta mère. Encore faut-il voir les autres cuillères, justement. Mais la partie, effectivement, que vous mentionnez précédemment, avec le fait que, voilà, bon, là, pour prendre la fusée, on teste, etc. Et le fait de dire, bah, c'est pareil, c'est que pour basculer un peu de ce monde de la croyance, bah, il faut rentrer dans l'action. En fait, on revient à ce qu'on disait dans d'autres vidéos aussi, c'est qu'il y a une prédominance, et qui va jouer aussi dans la puissance. Ça, pour savoir si on est vraiment dans la puissance ou pas, bah, il faut tester, quoi. Il faut y aller, il faut voir. Oui, tout le temps. Il faut vérifier. Il faut vérifier tout le temps. Plus une personne s'éveille à cette réalité-là, à la réalité systémique, plus elle vérifie. Les gens croient à tort que lorsqu'on s'éveille, on ne peut rien vérifier, là, parce qu'on est dans la science infuse. C'est ridicule. Il s'agit de vérifier tout le temps. Voyez-vous? La science infuse, c'est de vérifier. C'est l'habitude, si vous voulez, ou l'intelligence de vérifier constamment pour accumuler justement une capacité d'intelligence. C'est comme ça que ça s'accumule, l'intelligence, ou une capacité d'intelligence, ou d'être dans l'intelligence de quelque chose. Voyez-vous? Il faut vous vérifier si c'est réellement intelligent ou pas. Voyez-vous, au moins. Si vous ne vérifiez pas, vous pouvez aller dans une direction pendant longtemps. C'est ça l'ésotérisme, la spiritualité. Voyez-vous? Ils ne vérifient pas. Ils croient. On leur dit tout ça l'affaire. Ah oui, donc. Des entités. Oui, mais si on leur dit justement que cette part de doute, bah, ça fait partie de la foi. En fait, c'est bah voilà, c'est normal, je ne comprends pas, les mystères sont impénétrables. Bon, ouais, ben la foi, là, ça va jusqu'à un certain point, puis ça crée de la souffrance à un moment donné. Parce que vous ne vérifiez pas. Il faut devenir autonome, c'est ça, devenir autonome. Voyez-vous? C'est de vérifier par soi-même. C'est comme ça qu'on intègre cette réalité-là. Pour en avoir une idée, il faut être en contact, premièrement, avec cette réalité-là. Les gens ne sont pas en mesure d'être en contact avec cette réalité-là, même quand on leur explique.
Ils peuvent être en contact intellectuel dans le sens d'avoir une certaine compréhension, mais ils ne sont pas dans l'action d'observer cette réalité-là. C'est pas la même chose. Voyez-vous? Il s'agit d'être en, en immersion, si vous voulez, ou être en contact avec cette réalité-là à travers un autre individu qui en parle, qui l'expose. Voyez-vous? Bernard, c'était ça. Ce que je fais, c'est la même chose. Voyez-vous? À ce moment-là, ben, il se passe quelque chose chez les individus. Voyez-vous? Mais c'est tellement potent, cette réalité-là, et la réalité psychologique qui englobe l'individu, que seulement un contact comme ça, sans possibilité d'ajustement, ça peut créer ou ça peut envoyer des gens dans des directions où ils ne peuvent pas revenir. Dans le sens qu'ils s'embourbent dans des croyances. Ils s'embourbent encore plus dans du psychologique. Voyez-vous? À la sauce supramentale, si vous voulez. Mais ils s'embourbent quand même. C'est ça le problème. Voyez-vous? Il n'y a pas de possibilité d'ajustement. Alors, être en contact avec une personne qui commence à être, ou qui est en contact avec cette réalité-là, ça fait toute la différence. Voyez-vous? Moi, c'est ça que j'ai vécu avec Bernard. Voyez-vous? Je pouvais dire des choses, ou je pouvais conclure des choses, mais je me faisais ajuster. Voyez-vous? J'avais un contact direct. Pas pareil, là. Oui, parce que sur ce contact-là, il faut revenir un peu sur l'analogie qu'on a fait précédemment avec les scientifiques qui testent ou les fusées qu'on va envoyer, et puis ça marche pas. Bah, sans contact direct, on ne peut pas tester et on ne peut pas savoir si jamais on part en vrille ou pas, en fait. Ben, sans contact avec un ingénieur, par exemple. Sans contact avec un ingénieur qui lui enseigne l'ingénierie, par exemple des fusées, ben là, il faudrait qu'il réapprenne tout, là. Il faudrait qu'il réinvente la roue, là. Voyez-vous? Alors, ça peut prendre pas mal de temps. Fait qu'il est mieux d'aller à l'université apprendre ce qu'il y a au niveau de la technologie des fusées. Puis là, ben, commencer à peut-être trouver d'autres idées et créer une fusée, par exemple, qui va être supérieure aux idées anciennes ou aux expériences anciennes. Mais ça prend une base. Et il est dans un milieu, par exemple, avec d'autres personnes qui sont scients de cette technologie-là. Voyez-vous? Alors, ils sont immersés dans ça. Et c'est cette immersion-là, qui est vécue de façon constante, qui fait toute la différence, qui pond les idées, ah, OK, bon, pourquoi? Parce qu'il y a un échange, il y a de la communication entre ces gens-là. Voyez-vous? Et c'est là, au fait, où c'est assez subtil, parce que je pense que peu de personnes se rendent compte que les idées, les intuitions comme ça, enfin, prennent vraiment leur source dans l'environnement. Il y a beaucoup de personnes qui disent, bah non, j'aurais pu avoir ces idées-là, que je sois né avec une cuillère en or dans la bouche, ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment, il y a ce côté un peu légende, justement, alors plutôt américain, et pas que du self-made man, qui dit, bah peu importe son environnement, il serait devenu le même génie sans avoir rencontré telle personne. Ouais, c'est pas mal l'environnement. Ouais, ils peuvent être géniaux, mais ils vont avoir besoin de communiquer avec d'autres personnes pour justement, ou être dans un milieu particulier. Voyez-vous? Échanger avec les mathématiciens, par exemple, ou les théoriciens en physique, ils vont parler avec d'autres scientifiques. Voyez-vous? Oui, ça veut dire que même s'il n'est pas né dans ce milieu-là, mécaniquement, il va forcément se rapprocher de ce milieu-là, quoi qu'il arrive. Oui. Puis en sciences, ben, ils vont échanger, etc. Voyez-vous? Dans le sens qu'ils vont échanger leur théorie, même s'ils diffèrent d'opinion, parce qu'il y a beaucoup de différences d'opinion en sciences. Surtout maintenant. Surtout aujourd'hui. Voyez-vous?
hein, qui remettent en Ouais. question beaucoup de théories au niveau de la science. Pardon? Mais pourquoi justement surtout aujourd'hui? Pourquoi il y a autant de remises en question, particulièrement aujourd'hui? Ben, c'est l'accumulation justement de toutes les différentes théories, plus l'intelligence artificielle, etc. Là, il commence à avoir des, euh, en tout cas au niveau de la crypto, là, l'intelligence artificielle qui est capable de lire, par exemple, les papiers des scientifiques au niveau des preuves mathématiques, par exemple, puis est capable de voir les erreurs, comme ça, très rapidement. Alors, c'est un gros avantage, là. Voyez-vous? Déjà, ça se fait, là, ça. Voyez-vous? Donc, il y a une accumulation. Fait que, tenez bien votre truc, là. Au niveau de l'intelligence artificielle, ça va aller encore plus rapidement qu'avant. Dans 5 ans, 10 ans, ça va changer tout. La- euh, la- la- L'accélération va être telle, là, ça va créer des chocs énormes. Des chocs de réalisation, puis des chocs d'accélération, si vous voulez. C'est comme dans une auto, là. Ça fait un peu ça. Ça va faire un peu ça psychiquement. Tellement ça va aller vite. Voyez-vous? Ouais, et on en parlait, c'est que ces accélérations, ça va pas uniquement avoir un impact sur le monde technologique, mais sur l'être humain, même sur la Oui, conscience, justement. exactement, parce qu'il ne pourra pas s'adapter à la vitesse du changement. Voyez-vous? Parce que pour s'adapter à la vitesse du changement, il faut se programmer en conséquence. Voyez-vous? Puis quand vous êtes assujetti à une programmation, c'est pas facile de se programmer. Parce que les gens, ils se programment, oui, mais de façon totalement inconsciente. C'est pas volontaire. Ça se programme comme ça, par influence inconsciente. Voyez-vous? Alors, s'il y a une accélération trop rapide, les gens ne peuvent pas s'adapter. Parce que s'adapter, c'est se programmer. Voyez-vous? Quand l'Internet est arrivé, puis les sites web, etc., il faut s'adapter à tout ça. Voyez-vous? Euh, Différents sites web, il faut s'adapter, ou un logiciel, par exemple, il faut s'adapter au logiciel. Il faut l'étudier, faut le pratiquer pour créer des programmes en conséquence. Donc, c'est un peu la même chose. Imaginez l'intelligence artificielle, à quel point ça va aller vite et à quel point la plupart des individus sur la planète ne sont pas habitués ils ne peuvent pas se programmer assez rapidement. Voyez-vous? C'est ça le choc du futur. Tenez bien vos trucs, là, ça va. Puis ça va donner des chocs au niveau psychique. Les gens vont souffrir de ça. Puis cette souffrance-là va les faire remettre en question leur conscience psychologique, etc. Fait que tout ça, tous ces chocs-là vont servir à amener l'être humain à s'ouvrir à une autre réalité. Parce qu'ils vont réaliser que la réalité qu'ils vivent, la réalité psychologique qu'ils ont toujours vécue n'est pas suffisante. Il leur manque quelque chose. Puis ça va la réalité technologique aujourd'hui va leur mettre ça dans face, si vous voulez. Et non seulement, tout est en train de se synchroniser. Quand vous dites tout, c'est quoi? C'est le système, c'est technologie, Ouais, c'est l'humain. tous les aspects. Par exemple, l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on va faire? La vie rapide dans les villes, etc., la pollution, etc., etc. Tout est en train de se synchroniser pour mettre une pression qui va mettre ou qui met une pression sur l'être humain et qui vont le faire souffrir psychiquement pour qu'il réalise que sa façon de fonctionner est désuète, est inférieure, est pas adéquate. Donc, réaliser son impuissance devant la vie, devant l'accélération, etc. Voyez-vous? Il va être obligé
de réaliser son impuissance. Il faut réaliser notre impuissance pour développer notre puissance éventuelle. Il faut se libérer de l'impuissance. Voyons. Et l'impuissance, ça vient d'où? Ça vient d'illusions, surtout d'être libre, du libre arbitre. Voyons. Qui est quoi finalement? Qui est l'identification au programme, dans le sens de l'identification à la volonté des programmes. C'est tout ce que c'est. L'être humain est dans l'illusion d'être libre à cause de ça, parce qu'il est pas dans sa volonté réelle, il est dans la volonté des programmes. Il est automatisé. C'est un automate. Il se croit libre quand il est un automate. Mais il ne l'a pas encore réalisé, c'est ça le problème. Voyons. Il n'a pas encore réalisé son impuissance. Oui, parce qu'en fait, on l'a dit, il y a l'impuissance, mais il y a surtout, comme pour la liberté, vous l'avez mentionné, l'illusion de la puissance. Ou l'image que les gens se font de la puissance. Tout ça pour revenir effectivement à l'actualité récente, on parle des États forts, etc. C'est vrai que les gens vont se dire, vu que là, par exemple, on a évoqué le fait que la puissance était associée à la partie créative. Ils vont se dire, je sais pas, un milliardaire, celui justement qui fait des fusées dernièrement. Les personnes peuvent se dire, voilà, lui, il est milliardaire, il a tout. Donc lui, il doit être dans cette puissance multidimensionnelle. Parce que les gens vont se dire, c'est ça être puissant, c'est rassembler. Et là, c'est où c'est subtil, c'est assez fort. On dit, regardez, il est génial, il envoie des fusées. Donc lui, les gens vont se dire, il est éveillé, ce gars-là, par exemple. Ils peuvent se poser cette question. Ouais. Il est éveillé à certaines choses, mais pas à la réalité systémique nécessairement. Voyons. On peut le savoir, ça. Une personne qui est éveillée peut le voir. Si une autre personne est éveillée ou commence à s'éveiller ou pas. On ne peut pas leurrer, envoyer de la poudre aux yeux à une personne qui est éveillée. Là. Oubliez ça. Comment elle peut le sentir, comment elle peut le voir, justement? C'est quoi? C'est des gestes, c'est des paroles? Oui, c'est surtout les paroles, les gestes. Comment la personne parle de la réalité, de sa réalité, ce qu'elle fait, comment elle le fait. Qu'est-ce qui l'anime, surtout? Voyez-vous? Alors, elle parle tout le temps. Elle se dévoile constamment. Ce qui l'anime. Elle dévoile ce qui l'anime. Facile? Une personne qui est éveillée, vous ne pouvez pas rien lui cacher, dans un sens. Parce que, aussitôt que vous parlez, vous vous dévoilez. Elle le voit, si c'est ajusté ou pas, d'où ça vient, etc. C'est comme quelqu'un qui dit « Ah, moi, je suis complètement dépolarisé, blablabla. Bla, bla, bla. » Puis là, elle va utiliser des termes polarisés à l'os. Alors, tu sais, dans sa tête, elle pense qu'elle croit, mais elle utilise des termes polarisés. Voyez-vous? La parole, c'est puissant. Contre soi ou pour soi. Pour revenir un peu sur l'IA, justement, quand on parlait que ça allait être... il y a un côté un peu... En fait, on a vraiment l'impression que l'IA, voilà, on l'a dit, va venir accélérer, va venir un peu mettre en exergue tout ça. Et quand on voit l'IA arriver, que tout va s'accélérer, que l'être humain n'est pas prêt, je sais pas, on a un peu le sentiment d'une sorte de nouvelle apocalypse, mais dans le sens étymologique, quoi. C'est ça qu'on dit que l'IA va venir réveiller. Vous savez, étymologiquement, ça signifie le lever du voile, la révélation, une sorte de prise de conscience. Et là, quand vous mentionnez justement cette synchronicité, cette espèce d'urgence, et le côté ça s'accélère, on a l'impression que l'être humain va vivre une sorte de nouvelle apocalypse, mais dans le sens révélation, avec, attention, cette partie destruction, et il faut payer la dette de l'astral, quoi. On a l'impression que quand on vous entend, que l'IA, enfin que la technologie, que cette accélération va venir matérialiser cette astralité qu'on va devoir payer quelque part. Matérialiser les failles. Voyez-vous, dans le sens que l'être humain, il va avoir de la difficulté à s'adapter à tout ça. Ça va aller vite, là. Fait que, il va avoir de la misère à s'adapter à ça parce que, justement, il est programmé, mais il ne sait pas. Il est automatisé, puis il ne sait pas suffisamment.
Donc, il ne peut pas, s'il le savait, s'il s'adaptait à cette réalité-là, ben là, il pourrait se programmer assez rapidement. Voyez-vous? Pourquoi? Parce qu'il connaît la mécanique. Une personne qui est éveillée peut se programmer comme elle veut. Elle se programme. L'observation, c'est une programmation. Autrement dit, plus on est en mesure d'observer ou d'être dans l'intelligence de la réalité, plus on est programmé à l'observer ou à être dans l'intelligence de ça. Il faut se programmer. Autrement dit, il faut être en contact avec cette réalité-là, il faut l'intégrer. Ça ne se fait pas, boum, parce qu'on a compris. Voyez-vous? Il faut l'intégrer, tranquillement, pas vite. Ça prend l'action de l'intégration. C'est quoi l'action de l'intégration? C'est la constatation ou l'observation de l'individu de cette mécanique-là, de cette réalité-là, dans sa vie. Ça peut être n'importe quoi, là. Dans la vie de tous les jours. C'est là que ça se passe. C'est là que l'individu a la possibilité d'intégrer, justement. Voyez-vous? Autrement dit, de s'habituer et de créer des programmes qui vont faire qu'il va s'ajuster de plus en plus facilement à cette réalité-là. Le problème de l'impuissance humaine, c'est son ignorance de la réalité systémique. Non seulement il est ignorant, mais il ne veut pas le savoir. Il est guéri, il est programmé pour être en résistance face à cette réalité-là. Imaginez. Puis il ne sait pas. Comment c'est occulte. Tu sais, les gens ne réalisent pas à quel point c'est occulte. Pardon? Pourquoi il ne veut pas le savoir, justement? Pourquoi? Parce qu'il est programmé d'une certaine façon, avec une idéologie, des concepts particuliers qui refusent pas de, je te peux dire de croire, ils refusent même de regarder, de remettre en question leurs concepts et leurs croyances. Pourquoi? Parce qu'ils sont programmés à l'os. Ils croient. Et non seulement ils croient, mais ils sont assujettis à de la mémoire, à des automatismes. Pas évident là, de changer ces automatismes. Essayez, vous allez voir. T'sais? Vous êtes habitué à faire quelque chose, puis là, vous voulez. C'est simple, là, physique, là. Puis là, vous voulez changer quelque chose, vous allez voir que c'est pas évident. Vous allez avoir toujours tendance à refaire la chose de la même façon. Si vous faites une erreur, par exemple, bon, ben, si vous l'avez pratiqué, votre erreur, longtemps, ben, ça va être difficile de changer ça. Il va falloir que vous soyez très conscient de ça. Voyez-vous? Et d'autant plus facilement avec une conscience de la mécanique systémique derrière ça. Comment ça fonctionne? Il y a le côté conscient, il faut le contact, il faut le côté un peu répétition. Enfin, on a l'impression qu'on aborde tout ça, qu'on revient un peu au... Alors, j'ai envie de dire les basiques, enfin les forces fondamentales de ce qui a fait l'évolution de l'être humain. C'est un environnement qui change, une approche un peu je teste, j'apprends. Et c'est vrai que plus on a accumulé l'information, c'est ce que vous avez dit, et plus on s'est un peu détourné de ça, parce qu'on est beaucoup allé dans la théorie, en mode voilà, on a un paquet d'informations, mais qui est obsolète, qui est daté, mais je reste sur ces informations-là, ça me suffit, parce que je me crois, en fait c'est ça, je me pense intelligent. Oui, mais parce que je suis, à ce moment-là, l'individu est assujetti à une programmation et des automatismes. C'est ça qu'il ne sait pas. Voyez-vous que la façon que vous venez de le dire, vous impliquez votre volonté ou une volonté propre. Quand, en fait, la personne est dans la volonté des programmes. Mais elle parle comme ça. Voyez-vous, là? Imaginez qu'elle prenne conscience de ça pour commencer, puis ensuite prendre conscience à quel point c'est comme ça que ça fonctionne. Là. Réaliser puis intégrer cette réalité-là pour en arriver à se libérer. Parce qu'elle est là l'impuissance. Là. La résultante de tout ça, c'est l'impuissance. Voyez-vous? Une personne qui prend conscience de ça,
qui commence à prendre conscience de ça, puis commence à intégrer ça, bien, là, il commence à être en puissance de le reconnaître, puis il va rentrer, il va se libérer de cette impuissance-là. La puissance, c'est se libérer justement de l'impuissance psychique. Autrement dit, les voiles qui empêchent l'individu de réaliser à quel point il est impuissant, à quel point il est voilé, à quel point ça lui est occulté, à quel point il ne peut pas s'empêcher de défendre tout ce qui est contre cette réalité-là. Imaginez. Il y a du pain sur la planche, là. Voyez-vous? Imaginez, ça, c'est plus que de l'impuissance, là. C'est de l'ignorance totale, puis c'est... Voyez-vous? C'est contre ça que l'homme doit... Pas con, mais... C'est de ça qu'il doit prendre conscience en premier lieu. À quel point c'est occulte. Ça lui est occulté. S'il ne prend pas conscience de ça, il peut avoir toutes les notions psychologiques ou la connaissance, ça ne change absolument rien. L'être humain doit réaliser à quel point ça lui est occulté. Par quoi ça lui est occulté, etc., etc. Comment, par quoi, etc. Avant toute chose. Puis ça, c'est pas évident. Et encore une fois, on en vient un peu à ce qu'on dit souvent, mais cette réalisation justement de quel point c'est occulté, ça passe obligatoirement par un contact et constant, permanent. Ça passe obligatoirement par la souffrance, qui va amener l'individu à vouloir un contact pour s'en sortir. Parce qu'il va réaliser qu'il ne peut pas s'en sortir tout seul, puisqu'il en souffre trop. Autrement dit, à réaliser que sa façon de fonctionner, tout ce que ça va lui amener, c'est de la souffrance. C'est ça que ça va faire, l'accélération qu'on parlait tout à l'heure. Pour qu'il puisse s'exposer à quelque chose d'autre, à la réalité systémique. Voyez-vous? Mais cette exposition-là demande qu'il soit en contact avec quelqu'un qui est déjà en contact avec cette réalité-là, c'est évident. Ça ne vient pas par la descente du Saint-Esprit, là, comme beaucoup pensent. Là. Non, ça ne marche pas de même. Ça fait partie de la résistance, puis des illusions, puis du côté occulte qui empêche l'individu de s'ajuster à la réalité. Donc est-ce que c'est correct de dire du coup que souffrir, c'est être en situation d'impuissance? Oui. C'est une opportunité que l'individu a de réaliser son impuissance. S'il est capable de commencer à réaliser son impuissance à travers la souffrance, il commence à allumer un petit peu, là. Ou à s'ouvrir à autre chose. Le problème, c'est le manque d'ouverture. À cause, justement, qui est automatisé, programmé de la façon qui est programmée. Donc ça, on va dire que la souffrance, par rapport à ce que vous mentionnez, c'est l'opportunité. C'est une opportunité, mais encore faut-il la conscientiser, voir un peu ce qui se passe. Faut savoir premièrement que c'est une opportunité. Puis c'est pas évident. Voyez-vous? Quand vous êtes en souffrance psychique, là, c'est pas évident. C'est pas évident que c'est une opportunité. Commencer à être intelligent, là, c'est commencer à voir ça comme une opportunité. Mais ça ne fonctionne pas tout à fait de même. Tout ce que ça va faire, la souffrance, ça va vous ouvrir à chercher quelque chose d'autre pour remplacer votre façon de fonctionner. Ou trouver une solution à votre souffrance. Mais la solution que vous recherchez psychologiquement
c'est pas la solution que vous allez avoir ou que vous pouvez avoir. De là, la résistance psychologique, même si la personne souffre, puis même si la personne s'ouvre, il y a toujours une résistance. Bon? C'est ça le problème. Chacun a sa façon, chacun a son intensité au niveau de la résistance. Est-ce qu'une personne qui justement a toujours, on va dire, dans un stade psychologique, peut ne pas souffrir? Non. Même les gens qui se battent, non, Ben, il y en a qui souffrent moins que d'autres, mais c'est temporaire. Jusqu'au moment où ça se synchronise, puis là, ben, d'autant plus que cette personne-là va être encore moins capable de l'absorber, la souffrance. Ceux qui souffrent tout le temps, là, ils sont habitués à ça. Vraiment? La personne qui ne souffre pas assez ou qui ne souffre pas, puis il arrive des affaires, là, puis là, elle va avoir de la misère avec ça, là, bien plus que la personne qui est habituée à en souffrir. Voyez-vous? Ça peut être un problème, là. Parce qu'elle s'est conditionnée psychologiquement, là, tu sais. Philosophiquement. Mais quand ça vous tombe d'en face, là, la philosophie prend le bord, là.